Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo lecture. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer un extrait du livre de François Bon, Autogéographie des ponts. C'est paru dans la collection Récits et Fictions, au tiers-livre édition. Donc là, a priori, vous avez l'image inversée des lettres, mais c'est bien ce qui est écrit. Récits et Fictions, François Bon, Autobiographie d'un pont, le tiers-livre édition. Et le tiers-livre édition, c'est la structure de production et de diffusion de François Bon pour ses propres livres qu'il rapatrie progressivement depuis les éditeurs divers et variés chez qui il a publié au fil du temps pour pouvoir les reproposer lui-même. C'est un choix politique, un choix que je soutiens et je vous conseille vivement d'aller faire un tour sur ce site. Vous tapez le tiers-livre édition dans votre moteur de recherche, vous accédez à ce site et donc à la librairie qui vous permet d'acheter ce petit livre ainsi que les autres livres de François, et pas seulement ces livres, puisqu'il y publie aussi certains textes d'auteurs classiques, mais vous trouverez aussi sur ce site toute une richesse d'exploration littéraire à travers des cycles concernant Balzac, Rabelais, Lovecraft, des ateliers d'écriture. Il y a de quoi se nourrir pour des années dans la richesse de ce travail, de quoi plonger et se perdre. Donc allez-y, n'hésitez pas, passez-y du temps. Mais pour l'instant, je reviens à ce petit ouvrage qui est le dernier en date que François Bon ait écrit. Il a été écrit là dans les semaines qui viennent de s'écouler. Et il est disponible depuis un petit mois sur justement cette plateforme, le tiers-livre édition. Autogéographie des ponts, c'est un ouvrage poétique, de poésie en prose, dans lequel François se promène à travers sa propre histoire, depuis son enfance jusqu'aujourd'hui, par le cheminement des ponts qui ont croisé son chemin et qu'il a traversé. Et ces ponts, c'est aussi la métaphore de ce pont entre notre expérience du monde et la littérature qui nous permet de nous en saisir, de nous la réapproprier et de la fixer pour nous-mêmes et pour les autres dans la poésie qu'elle crée en nous et qui, si nous n'avions pas cet outil-là, nous échapperait. Annie Ernaux écrivait « Tout tombe à l'oubli, l'écriture sauve ce qu'on ne reverra pas ». C'est exactement ce que je trouve dans ce livre. Alors, on peut retrouver un lieu en y retournant, bien sûr, mais ce qu'on ne retrouvera pas, c'est ce qui s'est produit en nous dans ce lieu à ce moment. Et c'est ceci qui est dit dans ce livre. Alors ça m'a beaucoup touché et puis ça m'a aussi ramené à mes propres ponts. Et c'est ça qui est merveilleux dans la littérature, c'est qu'il suffit de quelques mots, d'une image pour créer une résonance qui à son tour va aller chercher chez le lecteur quelque chose que peut-être il croyait oublier, mais qu'en tout cas il n'avait plus présent à l'esprit. Je pense pour moi au pont de Saint-Pétersbourg que j'allais voir dans les années 96-97. C'était dans la période du mois de juin, cette période qu'on appelle les nuits blanches. Et alors ce qu'on faisait, c'est que à partir de 23h, le premier pont s'ouvre. Et puis ensuite, tous les autres ponts, je crois qu'il y en a 27 dans Saint-Pétersbourg, s'ouvrent l'un à la suite de l'autre. Alors on allait avec une voiture là-bas, on se postait devant le premier pont s'ouvrait, on sortait une bouteille de vodka, on était en Russie, on se buvait un petit bouchon de vodka, hop, on reprenait la voiture, on allait au deuxième pont, puis on faisait ça sur l'ensemble des 27. Alors bien sûr, on rentrait chez nous un peu en titubant à la fin, mais voilà, le simple fait de retrouver un pont qui se lève dans ce livre m'a ramené tout Saint-Pétersbourg. À la fois ce pont,
mais également la couleur du ciel, la fraîcheur de ces nuits-là, la couleur des bâtiments de Rastrelli, tout cet ensemble-là d'émotions, d'impressions visuelles qui sont là quelque part au fond de moi, mais qui doivent être dites pour être réveillées. Et c'est ça le rôle de la phrase, de l'écrit. C'est créer ce pont solide qui va permettre de ne pas perdre cette poésie intérieure qu'on porte et que l'on peut partager à travers la littérature. Cette littérature qui, une fois partagée, nous permet, comme je le disais à l'instant, de retrouver nos propres ponts et qui, en ce qui le concerne, pour être partagé, lui rappelle aussi d'autres ponts, par exemple ceux de Gracq. Alors voilà, c'est dans cet esprit-là que je vais vous lire un petit extrait de ce très beau livre. À augmenter le rayon de la remémoration spatiale, quitter aussi San Francisco par le sud, rejoindre Monterey, qui a bien oublié son rôle dans l'histoire du rock, pareil pour Altamont, et enjamber les falaises qui suivent, avec vue sur Baleine au ras de la côte, pour les splendeurs tranquilles de Carmel, après quoi sur la route 1, les affaires sérieuses commençaient. Mais arrivé à Big Sur, la route soudain interdite, il faudrait remonter vers Monterey et de là bifurquer sur Salinas, au Steinbeck. On ne verrait pas son musée, avant de reprendre la direction sud, mais par la 1010, loin des falaises. Recherche facile avec nos outils d'aujourd'hui, alors que je n'aurais su retrouver sans leur appui Pfeiffer Canyon Bridge, le pont, emporté par un éboulement quelques heures avant qu'on y arrive. Un pont écroulé en dit tout autant, en dit tant pourtant, sur leur fonction même, le lieu où on a pensé qu'on pouvait l'établir, le dérisoire des piles encore dressées quand le tablier disparaît en spirale dans le gouffre d'entre les deux bords escarpés des rives, le peu de distance où on est de ce bord désormais inatteignable, quand il faudra des heures et des heures pour que le contournement soit possible. Ainsi pensiez-vous sur cette ère où la police contraignait au demi-tour, avec ses boutiques touristiques en berne, mais dont on acceptait les tacos mexicains. Et tu as dans tes rêves et ton imaginaire un pont de plus, des plus étroits et des plus élevés, sauf que trop vieux, démoli le mois suivant, et rouvert seulement 1 an plus tard, mais on n'est jamais retourné à Big Sur, bien droit, bien large, sol de ciment rainuré et quasi imperceptible quand on suit la vieille route au-dessus de l'enfoncement éternel des forêts. Et bien au contraire, ce qu'on apercevait de la chambre à l'étage de l'hôtel dans Chicago Downtown, où le portier avait pour prénom Roman, et on en avait plaisanté, l'enfilade de ces ponts bas et noirs à lourde architecture d'acier et leurs tabliers relevants. Celui de La Rochelle aussi, d'Île Gabu, près du quai rebaptisé Georges Simenon, mais il ne l'aura jamais su, est à tablier relevant, et toujours prendre le temps de regarder la manœuvre en entier quand l'occasion s'en présente. Vous voyez, moi c'est cette manœuvre du pont relevant qui m'a fait surgir Saint-Pétersbourg. Dans ce bras d'eau donnant sur le lac, au long de Westwaker Drive, les ponts noirs et rablés successifs qu'on apercevait du London House Hotel, la chance d'y avoir disposé de 5 nuits. Merci l'Université de Chicago, on a eu de telles opportunités, et quand même elles ne reviendront pas, on en garde reconnaissance. Enjambait successivement la Wabash Avenue au pied de cet étrange immeuble circulaire avec accès en spirale à 10 étages de parking. Y a-t-il au monde plus beau que le vieux Chicago? La North State Street, la North Dearborn Street, la North LaSalle Drive, la North Wells Street, la North Orleans Street, avant de rejoindre la Chicago River à cause de ce coude au niveau du Sable Bridge, pont circulaire historique avec ornement. Les avoir tous depuis la fenêtre en enfilade et le spectacle de leurs bras de fer noircis se relevant tour à 200 mètres de l'embouchure où ce bras d'eau noire s'ouvrait sur le lac grand comme une mer avec ses vagues, sa houle et son vent, mais on le sentait quand même que mer contenue, mer tenue, mer avec bord. Grand pont du Nord, ceux de Toronto, dans l'entremêlement de ces lacs, dont plus on s'approche, moins on en reconnaît la géographie, et puis de là jeté à quelques kilomètres, presque pas plus qu'un si vrai Poitiers,
On va rejoindre bientôt les ponts de Civray, mais toute ma vie, les 17 km de Civray-Ruffec et les 51 km de Civray-Poitiers m'auront servi de mesure intérieure pour la conduite en voiture. Sur le lieu évidemment touristique mais majeur des Niagara Falls et la contemplation qu'on en a. Cette année-là, il y avait eu au Canada les Jeux olympiques d'hiver. Sur la 115, en refaisant le plein d'essence ce dimanche soir, toute l'autoroute s'était vidée. Et tous, ils étaient sur les écrans de télé synchronisés. Finale de hockey entre Canada et USA. Et le Canada avait gagné. Tu te dis que tu as assisté à un bien singulier spectacle avant que tout ce monde-là reprenne sa voiture et reparte. À preuve qu'en contemplant du dessus, les chutes s'y étaient assemblées devant nous une équipe de sportifs, des Ukrainiens, je crois me souvenir, et la disproportion physique de ces silhouettes en bleu et jaune, géantes mais comme flottantes devant les cataractes glacées. Lestés de stalactites aux infinies brillances sous le ciel gris, avant de déambuler, comme nous, dans ces galeries commerciales vides et kitsch, autant que celles de la mer morte, bien avant que ne survienne le 22 février pour les uns, le 7 octobre pour les autres, et le pont enjambant la rivière, un peu plus bas que les chutes rejoignaient pile les deux pays. Un peu plus loin sur cette frontière, là où elle traverse, en plein une ville toute minuscule au point qu'une porte de la bibliothèque municipale donne sur un pays et que la porte opposée ouvre sur l'autre. Un peu après le pont, il y avait le sempiternel passage frontière, inspection des passeports et du coffre, et de là encore une, voire deux Civray-Poitiers pour rejoindre Buffalo. Non pour le nom Buffalo, ou non parce que Buffalo soit aussi notable que Toronto, loin de là même. Comme c'était un dimanche après-midi, le dimanche suivant, avec la finale de hockey, un repère fiable, allons-y, entrons dans la barre de recherche 2010, finale hockey, Jeux olympiques d'hiver Canada-USA. Et réponse, Jeux de Vancouver, victoire du Canada 3-2 après prolongation, d'où le suspense sous les écrans de l'aire d'autoroute et tous ces gens, menton en l'air, certains montés sur les tables, et dans un angle là où c'était plutôt les camionneurs, le 28 février, et nouvelle recherche. Quel jour de la semaine tombait le 28 février ? Vrombissement invisible de tous les serveurs et centres de calcul immédiatement mobilisés par la fée électricité et confirmation que c'était un dimanche. Donc, probablement, des chutes on était revenus à Toronto. Et c'est le dimanche matin tôt, 2 jours plus tard, et sans avoir rien épuisé de Toronto, qu'on reprenait la petite Chevrolet bas de gamme de location. Atavisme, tant de détails que tu ne peux retrouver à 15 ans de distance, mais qu'il s'agissait d'une Chevrolet bas de gamme rouge, tu t'en souviens parfaitement, franchissant à Niagara Falls le pont qui sépare des USA et se dirigeant vers Buffalo, retour à Québec dans la nuit via Syracuse, puis le Canada retrouvé à la nuit, avec arrêt ensuite à Brockville, et n'avoir jamais oublié Brockville, s'être abonné dès le lendemain à la page Facebook de Brockville, et en suivre depuis lors les petites actualités quotidiennes ou les services rendus par la police locale quand ça déborde. Détail qui remonte aussi dans la remontée vers Montréal, la scène plutôt hallucinante d'une voiture qui te double et un hélicoptère en pleine nuit et plein feu qui se pose quelques centaines de mètres en amont pour le verbaliser, excès de vitesse, et toi qui roulais pourtant à même vitesse derrière, il te laisse filer. Donc, moins souvenir du pont que ce portique au-dessus des 20 voies de Simon où on examine ton passeport et ton coffre, puis l'impression jusqu'à Buffalo d'une route plutôt toute droite. Mais à chaque bras de rivière successive, ou des bouts du dédale de lac que tu enjambes, une élévation en dos d'âne avant replonger. Et là, ce qui est toujours resté mystère pour toi depuis lors, n'ayant cessé toutes ces années, et même à l'instant, rédigeant ces lignes, de revenir à Google Maps et ses vues satellites, basculant sur Street View et ses vues ras du bitume, parce qu'un de ces ponts, à la descente, surplombait une Assyrie, et que tu n'avais jamais vu d'Assyrie si gigantesque, un instant. Mais c'était peut-être la fatigue, ou peut-être l'inquiétude, roulant ainsi en terrain inconnu, un instant l'impression de voler toi-même au-dessus de l'usine, reconnaissant tout le détail des fonctions et circuits de la Syrie, et puis cela disparaissant tandis qu'on continue la route, et chaque pont s'élevant après l'autre sur des bras d'eau dont plus question de savoir si c'est rivière ou lac dans ces années sans GPS. Et la suite des échangeurs nord-sud, est-ouest. Les itinéraires étaient parfois biscornus, il s'agissait probablement de cette descente sur la Buffalo River, et puis on était déjà downtown,
et rien dans le froid que des passants lointains ou dispersés, ou groupes fixes qui ne donnaient pas envie qu'on les approche ou les croise. On avait pas mal tourné, on avait dû manger un truc quelconque, et c'est ainsi qu'en vous va s'écrire à jamais le nom Buffalo. Et sur la carte, ça paraît si près, tout voisin de Toronto, comme si d'un continent abordé, on n'avait pris qu'un échantillon à bout d'une pincette de laboratoire et qu'il s'était révélé plus ou moins stérile, sinon cette descente soudain sur les usines, dont impossible de retrouver entre pont et échangeur quel avait été le lieu précis de cette presque hallucination visuelle. Obscur, ce qui vous pousse à cette tâche ingrate d'écrire contre la mémoire, contre soi, dans ces frontières grises, mais où les chemins sont d'eau parce que le rêve les emprunte pour vous rejoindre. On a une image qui sera le terme de cette quête, et pour la rejoindre, on sait qu'on aura à repartir d'un amont opaque à l'extrême, comme ces eaux qu'on voit des ponts dans la nuit intérieure. Il y a, petit format, mais qu'il a cousu lui-même dans le carnet d'idées et projets d'Howard Philip Lovecraft, son Commonplace Book, une page avec seulement cette mention « Bridge and slimy black waters », un pont au-dessus d'une eau noire visqueuse. Et on ira les voir forcément dans la suite de ces notes, les ponts de Providence. Ce ne sont donc pas les ponts en eux-mêmes qu'on accumule, mais ces nappes fluides qui pourraient vous mener à ce qu'on ne parvient pas autrement à extorquer de soi-même et qui nous relient justement à l'écriture. L'écriture des ponts, la poursuivre chez les autres comme médiation de ce qu'on cherche ici aussi, dans ou par une phrase, et qu'il faudrait malaxer et pétrir jusqu'à ce qu'elle vous ait amené où cette intuition de départ bute sur l'obscur. C'est sous le vieux pont de Saint-Florent-le-Vieil, 3 ans avant sa mort, que j'avais une dernière fois salué le très vieux monsieur qu'était Julien Gracq. On a dans son château d'Argol un pont de bois rustique, fait de troncs grossièrement ajustés. Joignit les 2 rives et l'un derrière l'autre, ils pénétrèrent au cœur de la forêt et s'enfoncèrent dans ces difficiles précipices. On a aussi les images réfléchies se superposent dans le miroir de la rivière. Les sentiers parallèles se raccordent par un pont. Mais dans son beau ténébreux, bien avant qu'il soit lui-même allé en Amérique, au-dessus d'un ruban d'étain sale, humilié au fond de sa fosse, les estacades géantes, les échafaudages d'où les wagons basculent, pareils aux ponts longues jambes des Rocheuses. Les ponts de chemin de fer dans un balcon en forêt. La voie changeait de rive capricieusement, passait la Meuse sur des ponts faits d'une seule travée de poutrage de fer. Il en passe bien sûr dans sa lettrine 2. La très molle flexion qui l'incurve dans son milieu comme un tablier de pont suspendu. Et les ponts de ces eaux étroites, avec les passages à gué qui sont aussi une manière de pont. En tout cas, lorsque dédoublé en pont, c'est toujours dans un immédiat parallèle, comme si le choix de l'implantation se révélait intangible, ou le passage sur chaussée. Je les ai explorés, bien sûr, à pied et dans l'eau elle-même. La surprise même qu'avait été, à l'endroit qu'il décrivait précisément, mais un demi-siècle plus tard, la barque, désormais vermoulue et irréversiblement prise dans les branches et racines, qui est celle du livre, et doit y être encore. Voilà. Autogéographie des ponts, chez Le Tiers Livre Édition. À bientôt